Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Manuel Valls dans le viseur de la droite après les graves incidents au Trocadéro à Paris. L'opposition prend pour cible le ministre de l'Intérieur. L'UMP dénonce l'échec du premier flic de France et tente de faire trébucher le ministre le plus populaire du gouvernement Ayrault. Réaction dans ce journal du socialiste André Valinet, il est notre invité. La loi sur la sécurisation de l'emploi définitivement adoptée après son vote au Sénat, fortement critiquée par la gauche. De la gauche, le texte est qualifié d'historique par le gouvernement. Il fait aussi figure de galop d'essai puisque le gouvernement entend utiliser la même méthode du dialogue social pour la très sensible réforme des retraites. François Fillon et Jean-François Copé d'accord sur les nouveaux statuts pour l'UMP, annonce faite ce soir depuis le siège de leur parti. Cet accord est censé mettre fin à la crise interne à l'UMP, mais les rivalités entre les deux hommes ne sont pas prêtes de s'arrêter pour autant. Les Français au bord du divorce avec l'Europe. Une enquête révèle la défiance et même le dégoût. Oui, le dégoût des Français vis-à-vis de l'UE. Nous serions plus pessimistes que les Grecs et les Espagnols et plus eurosceptiques que les Anglais. C'est dire que le désamour est profond. C'est le thème de notre grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. Manuel Valls sous le feu des critiques après la soirée de violence, place du Trocadéro. Les ultras du PSG n'étaient pas venus fêter la victoire de leur club au championnat de France, mais pour en découdre avec les forces de l'ordre. Mauvaise anticipation, manque de moyens policiers et même laxisme supposé. L'opposition pointe la responsabilité du ministre de l'Intérieur. On voit tout cela avec Paul Bouffard. C'est un ministre dans l'œil du cyclone. Après les débordements du Trocadéro, la droite sénatoriale reproche à Manuel Valls de ne pas avoir la carrure de premier flic de France. Quand on donne des leçons à tout le monde et quand on veut singer Nicolas Sarkozy, il faut bien le faire. Or visiblement c'est un mauvais imitateur. Quand quelqu'un tous les jours dit qu'il est le plus fort, qu'il est le meilleur et qu'il y a un événement comme ça qui se passe, c'est que ce qu'il dit n'est pas tout à fait vrai. Pourtant, les ténors UMP réfutent toute récupération politique. Ces sujets sont trop graves pour faire de la politique politicienne. Ne comptez pas sur moi pour stigmatiser telle ou telle personnalité. Est-ce que la récupération politique est pas un peu facile ? Est-ce que je viens de la faire, la récupération politique avec vous? Je ne crois pas. Manuel Valls, un ministre clé dans le dispositif gouvernemental. La majorité présidentielle fait corps et s'insurge contre cette charge. Enfin, presque. C'est la responsabilité du club ou du ministère de l'Intérieur qui aurait dû peut-être pas donner d'autorisation? Peut-être des deux. Peut-être des deux. Je pense qu'il aurait mieux valu faire ça au Parc des Princes, dans un stade fermé, pour éviter aux casseurs de pénétrer. Ce soir, place Beauvau, le ministre avait convoqué les acteurs de l'événement, et notamment les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et la question ce soir est sur toutes les lèvres. Qui est responsable? Pour le gouvernement, ce sont les casseurs. L'opposition juge la réponse insuffisante et demande une commission d'enquête parlementaire sur ces violences. Et beaucoup de questions restent en suspens. Le dispositif policier était-il suffisant? Le renseignement à la hauteur? Et le préfet de police, où était-il? Élément de réponse avec Sophie Normand. Des scènes d'émeutes urbaines. Voilà à quoi ressemblait hier la place du Trocadéro. Affrontement entre jeunes gens et CRS, voitures et vitrines vandalisées. Ce matin, le réveil était difficile. Les vitriers ont remplacé les casseurs. Les dégâts sont importants et les riverains en colère. On se demandait d'abord pourquoi cette manifestation a été autorisée ici, alors qu'on sait notoirement depuis des années que les gens qui viennent pour cette fête, malheureusement, viennent pour tout casser. Comme ça se passe à chaque fois au Trocadéro, qu'il y a quelque chose d'intéressant, il y a toujours de la casse, parce que soit le 14 juillet, ce soit le Nouvel An, il y a beaucoup de touristes, ils viennent pour voler, il y a des coups de couteau, il y a des bagarres et personne n'en parle. Critiquer le dispositif de sécurité. Toute la journée, la polémique a enflé sur les responsables des violences. Le préfet de police de Paris, Bernard Boucaud, est attaqué pour avoir sous-estimé le dispositif nécessaire. Dès hier soir, il défendait le nombre d'effectifs déployés, 800 policiers pour 15 000 participants, dont quelques centaines de casseurs. Un ratio cohérent pour Synergie Officiers, qui pointe du doigt la responsabilité des renseignements. Le dispositif a pêché au niveau des services de renseignement qui ont peut-être sous-estimé
la menace, sous-évaluer les risques. 500 casseurs au Trocadéro, ça n'était pas prévu. Une quarantaine de personnes ont été interpellées. Des arrestations ont eu lieu jusqu'en Seine-Saint-Denis où 3 personnes ont été prises avec des vêtements volés sur les Champs-Élysées. Dans l'actualité aujourd'hui, l'adoption définitive du projet de loi sur la sécurisation de l'emploi. Après l'ultime vote au Sénat, le texte combattu par la gauche de la gauche accorde plus de flexibilité aux entreprises en échange de nouveaux droits pour les salariés, notamment l'accès élargi aux mutuelles. Et ce dernier point fait aussi débat. On voit tout cela avec Cécile Sixou. Des tenues d'abeilles pour, disent-ils, piquer Michel Sapin. Courtiers et assureurs ont donné de la voix cet après-midi devant le Sénat. Dans l'hémicycle, le texte sur la sécurisation de l'emploi menace leur avenir, car si jusqu'ici chaque entreprise pouvait choisir librement sa mutuelle, avec la nouvelle loi, ce ne sera plus possible. Les mutuelles leur seront imposées en fonction des branches de métier. Avec les désignations de branches, tout le marché des complémentaires santé vont être trustés par quelques grosses institutions et tout le monde, tous les autres intervenants de l'assurance santé sont menacés. Une nouvelle règle également critiquée par l'UMP qui dénonce un non-respect des règles de concurrence. En imposant à des entreprises de souscrire des contrats de mutuelle avec des organismes prédésignés par des accords de branche, eh bien nous nous éloignons de la libre concurrence. Au contraire, pour Claude Jeannereau, le rapporteur socialiste du texte, cette mutualisation par branche permettra à plus d'entreprises d'avoir accès aux mutuelles. Le fait de mutualiser autour d'un organisme permet précisément, en multipliant le nombre de bénéficiaires, eh bien, d'avoir des tarifs plus avantageux. La loi à peine adoptée, l'UMP a annoncé qu'elle allait faire un recours devant le Conseil constitutionnel. La suite du 22h avec notre invité politique à présent, c'est le sénateur socialiste de l'Isère, André Valigny. Bonsoir et bienvenue. Alors au lendemain des graves incidents, place du Trocadéro à Paris, la question est sur toutes les lèvres. Qui a failli à sa mission ? On ne peut pas répondre comme ça à une question aussi lapidaire, si j'ose dire. Je pense que les organisateurs de cette manifestation, donc le club de football, ont eu tort de demander la place du Trocadéro. Il aurait fallu demander à ce que cette fête soit organisée dans l'enceinte du Parc des Princes. Tout est parti de là. Les policiers eux-mêmes disent que le Trocadéro n'est pas un lieu adapté pour ce genre de manifestation, a fortiori quand des casseurs arrivent par centaines. La police était en effectif suffisant. Le policier qu'on a vu, le syndicaliste qu'on a vu tout à l'heure sur vos images le dit lui-même. 800 policiers, c'est beaucoup. 800 policiers pour 15 000 personnes attendues. Personne ne pouvait savoir à l'avance qu'autant de casseurs allaient arriver. Une parenthèse, vous dites le PSG a demandé donc cette place du Trocadéro, mais quelqu'un l'a bien accepté. Oui, donc, oui. Et ce sera sans doute la dernière fois. Manuel Valls l'a laissé entendre, Bertrand Delanoë aussi. Dorénavant, si fête il doit y avoir, ce sera dans le Parc des Princes. Mais André Valigny, compte tenu de la gravité des événements, vous pouvez imaginer qu'il n'y ait pas de sanctions dans la hiérarchie policière. Je ne parle pas des hommes qui étaient sur le terrain, qui ont sûrement fait leur maximum, mais plus haut, au-dessus. Au-dessus, c'est-à-dire le préfet de police. Il a commencé à donner des explications. J'ai vu tout à l'heure sur vos images toujours. Les choses commencent, si j'ose dire. Des rapports vont être faits. Manuel Valls a demandé qu'on lui explique exactement ce qui s'était passé. Si sanctions il doit y avoir, elles tomberont, les sanctions évidemment. Je crois que le problème est plus grave, il est plus profond que cet événement tragique, évidemment tragique, entre guillemets. Cet événement déplorable, il n'y a pas eu de morts ni de blessés graves, il y a eu des blessés, c'est vrai. Mais je pense que tout ça est à resituer dans un contexte plus général du football. En Angleterre, en Italie, en France, il y a de plus en plus de débordements, de violences autour des matchs, pendant les matchs, après les matchs. Et ça pose un vrai problème. Comment la société, comment notre société a pu fabriquer de tels hooligans. Mais vous entendez ce que dit la droite. Elle dénonce Dr Manuel et Mr Valls, intransigeants quand il faut envoyer des CRS pour les anti-mariages pour tous, mais qui n'a pas pris la mesure du danger hier soir. Je ne sais pas si c'est Manuel Valls lui-même qui décide de combien d'effectifs on doit envoyer à telle ou telle manifestation. Le ministre n'est pas là pour dire on va envoyer 200 CRS ou 200 gendarmes mobiles. Mais qui était là ? C'est le préfet de police. Ah bah voilà. C'est la responsabilité du préfet de police de savoir combien d'effectifs on doit
mettre sur telle ou telle manifestation. Donc je le répète, des rapports sont en train d'être rédigés. Dans les jours qui viennent, Manuel Valls aura une idée précise de ce qui s'est passé et si des sanctions doivent être prises, elles seront prises. Vous avez entendu dans notre sujet tout à l'heure le patron des sénateurs socialistes, François Rebsamen, qui estime que finalement les torts sont partagés entre les organisateurs du PSG et le ministère de l'Intérieur. C'est un langage de vérité qu'il a tenu ou un manque de solidarité de sa part? Il n'a pas dit le ministre de l'Intérieur, il a dit le ministère de l'Intérieur. Et il a dit peut-être. Il a été interrogatif. François Rebsamen, comme moi, comme tous les socialistes, nous ne voulons pas ce soir... Derrière, non, on fait bloc derrière Manuel Valls, évidemment, parce que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Mais on veut en savoir plus. On ne peut pas décider comme ça, à chaud, qui est responsable de quoi. Donc il faut savoir ce qui s'est passé. En savoir plus, finalement, comme l'opposition qui réclame une commission d'enquête parlementaire. Elle a raison de le faire, surtout que la France va accueillir le championnat d'Europe de football en 2016. Une commission d'enquête parlementaire, pourquoi pas? On ne peut pas demander tous les jours une commission d'enquête parlementaire. L'opposition demande souvent des commissions d'enquête parlementaire. Mais si ça doit servir effectivement à tirer des leçons de ce qui s'est passé hier soir pour mieux garantir la sécurité dans l'avenir, notamment à l'occasion des grandes manifestations dont vous parlez, pourquoi pas? Alors le bilan, c'est 39 personnes qui ont été interpellées, 38 qui sont placées en garde à vue pour violence, vol, etc. Est-ce que les sanctions doivent être exemplaires? Là encore, ce n'est pas mon rôle, ni celui de quelques responsables politiques que ce soit, de dire quelles sanctions doivent tomber. Il faut évidemment que ces fauteurs de troubles, ces délinquants violents soient punis sévèrement, mais ce sera à la justice, aux magistrats de décider quelles sanctions leur appliquer. Vous avez dit justice, mais pourquoi on n'entend pas la ministre de la Justice, Christiane Taubira, sur ce sujet où il faut faire preuve de fermeté, silence radio? Je ne pense pas que Christiane Taubira soit sur une autre ligne que celle de la fermeté. Quand des faits de délinquance sont commis, quand des violences aussi graves sont commises, comme hier soir au Trocadéro, je pense que Christiane Taubira, Manuel Valls, tous les parlementaires, de gauche comme de droite, sont sur la même ligne, la fermeté la plus absolue. Il faut punir aussi sévèrement que nécessaire ceux qui se sont livrés à ces actes de violence hier soir pour que d'autres demain ne recommencent pas. André Vallini, la première année du quinquennat se termine sur un goût amer. Il y a un fort parfum de remaniement. Je ne sais pas, oui, j'entends ce que disent les médias, je lis les journaux, mais je n'ai pas de confidence particulière à vous faire parce que je ne suis dans le secret d'aucun remaniement. C'est classique, vous allez me dire que vous ne prétendez à rien, mais vous vous tenez prêt à servir votre pays. Non, mais je sers mon pays en étant au Sénat, en siégeant à la Commission de la Défense nationale. Nous avons auditionné Jean-Yves Le Drian cet après-midi sur le livre blanc de la Défense. On peut servir son pays aussi en étant sénateur. Ce n'est pas un secret de dire que, par exemple, Bercy a besoin d'être restructuré. Est-ce que vous estimez qu'il y a un patron à Bercy ? Il y a un ministre, Pierre Moscovici, qui fait du bon travail, qui est un garçon sérieux, compétent. Y a-t-il un patron ? Il y a Arnaud Montebourg, qui n'est pas toujours aussi calme que Pierre Moscovici, donc il y a pu avoir quelques dissonances parfois, tout le monde l'a remarqué. Il faut peut-être un ministre de l'économie et des finances, un seul ministre plein, et puis des ministres délégués autour de lui. C'est un peu le sens de ce qu'a dit Laurent Fabius. C'est peut-être vers ça que l'on va, je n'en sais rien. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon vous, différemment lors de cette première année du quinquennat ? Ségolène Royal a dit qu'il aurait fallu aller plus vite au début. Je pense que quand François Hollande est rentré de vacances, fin août, il a demandé à son gouvernement, je pense, j'en suis sûr, il a demandé à son gouvernement d'accélérer. Je pense qu'en juin-juillet, on aurait pu siéger, effectivement, adopter plus de textes, voire peut-être même légiférer par ordonnance. Je parle du gouvernement. Ne regardons pas le passé. Dès le mois de septembre dernier, les choses ont été recadrées et depuis le mois de septembre, le gouvernement agit beaucoup, le Parlement légifère beaucoup. Donc tout va bien ? Non, pas tout va bien. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire Beaucoup de réformes structurelles ont été votées, d'autres sont en cours. La BPI a été créée, l'accord sur l'emploi issu de négociations sociales devient une loi ces jours-ci. On va réformer les retraites, la formation professionnelle, l'indemnisation du chômage. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire autrement, première année ? Rien ? Tout va bien ? Tout a été réussi ? Il aurait fallu que la crise soit moins grave, moins profonde qu'elle ne l'est. Oui, c'est la faute des autres alors ? Non, c'est la faute de la crise. C'est la faute de la crise qui est très grave et très profonde. Et quelle est la condition du rebond pour François Hollande pour sa deuxième année du quinquennat alors ? Et j'aurais pu ajouter la faute de l'héritage qui est très lourd, la dette et les déficits. La faute aux autres, oui. Non, la faute à l'héritage, des dettes, des déficits, de la crise. Malgré tout, nous sommes au pouvoir depuis un an, nous affrontons la conjoncture, nous faisons face à nos responsabilités et je suis sûr qu'en 2017, le pays aura été redressé. Mais je dis souvent que François Hollande n'a pas été élu en 2012, il y a un an, pour être populaire maintenant en 2013, mais pour redresser le pays d'ici 2017. Il y a encore 4 ans, parce qu'un quinquennat, c'est 5 ans.
une seule année vient de passer. Ce n'est pas en un an qu'on peut redresser un pays dans l'état où nous l'avons trouvé. Voilà le discours d'un ministre en devenir. Mais pourquoi, Madame Mabrouk, voulez-vous m'envoyer ailleurs qu'au Sénat? Je suis bien au Sénat. Bon, ben écoutez, notamment quand je viens à Public Sénat avec vous. Vous y restez. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité. Merci à vous, André Vallini. Vous avez justement parlé des réformes et on peut dire que l'an 2 du quinquennat sera marqué par de nombreuses réformes sensibles à mener, comme celle des retraites, vous l'avez cité. Des réformes qu'il faudra bien sûr expliquer et faire accepter aux Français, mais aussi à la Commission européenne qui, après nous avoir accordé un sursis, vous le savez, pour la réduction de nos déficits, garde un œil vigilant sur le programme de nos réformes structurelles. Et demain, François Hollande se rendra justement à Bruxelles pour mettre en avant sa volonté réformatrice. On voit tout cela avec Faustine Saint-Geniès. François Hollande soulagé, mais François Hollande attendu au tournant. La France obtient un délai de 2 ans pour ramener son déficit en dessous des 3%. Dans les faits, ça conduira aussi le gouvernement français à utiliser finalement des évaluations, des prospectives qui soient plus réalistes que ce qui est imaginé. Un petit geste de Bruxelles qui n'est pas sans contrepartie. Le sujet devrait d'ailleurs être au menu de la visite du chef de l'État demain à la Commission européenne. Parmi les exigences de Bruxelles, 3 grands chantiers. Un financement pérenne pour les retraites, une réforme en profondeur du marché du travail et une libéralisation des marchés des biens et services. À Paris, on met en avant les efforts déjà engagés. Réforme du financement de l'économie, avec par exemple la création de la Banque publique d'investissement. Baisse du coût du travail et mesures en faveur de l'emploi, avec l'accord sur la sécurisation de l'emploi. Des efforts pour la France, quand ses voisins du Sud comme l'Italie subissent des plans d'austérité draconiens. Cela nous a coûté, à nous aussi, psychologiquement. Mais nous avons dû demander des sacrifices. C'était en décembre 2011, la ministre du Travail italienne fond en larmes en annonçant les efforts à venir. Une image qui a marqué ce journaliste italien. C'était un choc, mais ça a été digéré sur le terrain social parce que ça a été considéré comme un médicament pour éviter une situation encore plus grave. Un remède de choc, réforme du système des retraites et de la santé, libéralisation. En 15 mois, l'Italie redevient un interlocuteur sérieux pour Bruxelles et retrouve la confiance des investisseurs. Mais à quel prix? Plus de 100 000 faillites d'entreprises, 11% de chômage, 36% chez les jeunes et une baisse du revenu par habitant. Des plans d'austérité draconiens au risque d'étouffer la croissance. L'Allemagne elle-même pourrait en pâtir. 60% de ses exportations sont destinées aux membres de l'Union européenne. L'Allemagne, évidemment, et notamment cette année, parce qu'elle voit son économie se ralentir assez significativement, se dit que si on avait une récession trop brutale en Europe, elle en serait la première perdante. À Bruxelles, on cherche désormais un nouvel équilibre entre rigueur et croissance. Et pour parler ce soir de nos réformes et de l'Europe, avec nous, nos invités. François Delapierre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche. Philippe Marini, bonsoir. Bonsoir. Président UMP de la Commission des finances du Sénat. Notre chroniqueur est avec nous, Jean-Léo Gombault. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Et Guillaume Dival, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef d'Alternative économique et auteur de ce livre Made in Germany, le modèle allemand au-delà des mythes. Alors messieurs, d'abord, l'actualité, c'est ce rendez-vous européen demain matin du président français avec l'ensemble de la Commission européenne et son président, José Manuel Barroso. Il sera question d'évasion fiscale du prochain sommet européen, mais la véritable mission sera aussi de rassurer Bruxelles sur nos réformes structurelles après le délai qui a été consenti. Philippe Marini, oui, il faut rassurer Bruxelles. Nous avons obtenu 2 années de plus pour atteindre le taux de déficit de 3%. Déficit nominal de 3%. On a pu dire souvent que ce chiffre était arbitraire, issu d'on ne sait quel raisonnement au moment de préparer le traité de Maastricht. Il n'en reste pas moins que 3%, c'est le seuil au-dessous duquel l'endettement commencera à diminuer. Que tant que l'on n'a pas atteint 3% de déficit nominal, l'endettement de ce pays va continuer à s'accroître d'année en année. Donc, pour ma part, je ne considère pas que ce soit une bonne chose d'avoir obtenu cette exception. Et je pense que ceci affaiblit la France, car la France est un quémandeur vis-à-vis de ses partenaires, notamment de l'Allemagne. Quand il va falloir négocier, on va négocier en position de faiblesse.
nous avons avoué et accepté notre faiblesse au sein de l'Union européenne. François Delapierre, sur cette rencontre qui n'est pas banale de François Hollande devant l'ensemble de la Commission européenne, quelle image cela donne-t-il ? C'est une image désastreuse parce que François Hollande va être reçu comme un espèce de grand oral par une commission qui n'est élue par personne et qui se prétend même pas simplement à égalité avec un chef de l'État élu, c'est comme ça que ça se passe dans notre pays, mais même en situation de lui dire ce qu'il doit faire. Bon. Et d'ailleurs, il y a une forme d'aveu dans ce que dit le gouvernement aujourd'hui, parce que je rappelle que François Hollande a plaidé, y compris au sein du Parti socialiste quand il était candidat à la primaire, pour accélérer le rythme de diminution des déficits publics et qu'il ne manquait jamais une occasion de dire personne ne nous l'impose. C'est pas l'Europe qui nous oblige à faire cette politique, c'est nous, c'est l'intérêt de la France. Et après, il vient se réjouir, j'entends même le mot de sursis, comme si le pays était un délinquant, du délai qui lui est accordé par la Commission européenne. Tout ça est la conséquence d'un traité qui a été adopté l'année dernière, le TSCG, et qui met la France, comme tous les pays de l'Union européenne, dans une position dominée par des gens qui peuvent intervenir dans la procédure budgétaire. Je trouve lamentable d'ailleurs que les parlementaires, M. Marini, mais également d'autres, aient accepté de consentir ainsi un abandon de souveraineté de quelque chose qui, depuis la Révolution française, est au cœur de notre démocratie. Mais ce que je regrette, c'est que il y a dans la mise en scène de ce tournant de la Commission beaucoup d'enfumage. Bon, il y a un aspect de cet enfumage qui est de dire que la France a obtenu quelque chose. En réalité, la France n'a jamais résisté face aux politiques austéritaires. Ce sont plutôt les électeurs italiens qui ont renvoyé M. Monti, le grand ami de la Commission, à ses études, ou les syndicats de Hollande, et pas de François Hollande, qui ont refusé et obligé le gouvernement à reculer. Et le deuxième enfumage, et j'en termine là, c'est que d'un côté, on dit on donne un délai parce que de toute façon, les objectifs qui sont fixés de réduction des déficits ne sont pas atteints avec les politiques d'austérité, mais de l'autre, on oblige à mener des politiques libérales qu'on appelle réformes structurelles, mais qui sont contraires à tous les engagements de François Hollande, et notamment sur la question des retraites. Donc c'est absolument pas une bonne situation qui s'ouvre pour nous. Alors, enfumage, dit François Delapierre, mais est-ce que le vrai pouvoir n'est pas à Bruxelles? Est-ce que ce sont les fonctionnaires et les experts de Bruxelles qui décident notre destin aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose qui est important dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on a franchi une étape avec le nouveau traité. Et c'est important à signaler. C'est-à-dire que désormais, les politiques économiques se font de manière beaucoup plus coordonnée, avec des contrôles multilatéraux. C'est-à-dire que c'est la première fois, je crois, vous me contredirez peut-être, première fois qu'un président de la République française planche devant la Commission européenne. On n'a jamais vu ça. Effectivement, on a franchi un stade. C'est-à-dire qu'on est entré dans ce qu'on appelle aujourd'hui le semestre européen. C'est-à-dire que non seulement la Commission européenne dit qu'il faut aller à 3%, mais elle formule également les moyens pour y aller, ce qu'on appelle des recommandations. Le 29 mai, on est en train de discuter donc demain entre le président de la République française et la Commission européenne pour la première fois sur qu'est-ce que vous comptez faire. Le 29 mai, la Commission européenne publiera officiellement ses recommandations. Et au mois de juin, non pas la Commission, mais le Conseil européen approuvera ou pas les directions de la politique économique française pour les mois qui viennent. Donc c'est un procédé tout à fait nouveau et tout à fait neuf qui n'a jamais été fait, qui vient du fait que nous avons une monnaie unique et donc on ne peut pas permettre que chaque pays membre de cette monnaie unique fasse à peu près ce qu'ils veulent. Je repose ma question, Guillaume Duval, est-ce que le vrai pouvoir est à Bruxelles? Le pouvoir est davantage que par le passé à Bruxelles. Il aurait besoin d'être contrôlé de manière parlementaire et démocratique davantage qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais simplement, je voulais dire que je suis d'accord avec M. Marini quand il a dit tout à l'heure que c'était un constat d'échec et pas forcément une bonne chose de ne pas réussir à ramener les déficits publics plus rapidement sous la barre des 3%. C'est vrai que tout le monde s'en est réjoui en France, mais je crois qu'il n'y a pas de raison de s'en réjouir. Mais vous avez entendu ce qu'a dit François Hollande, il dit on maintient les efforts, pas de relâchement. Non mais justement, ce que je voudrais dire, c'est que le pire dans cette affaire, c'est que c'est le constat d'échec de la politique d'austérité. C'est que le problème, c'est que ces politiques sont contre-productives par rapport à l'objectif qu'elles se fixent. On a mis tellement d'austérité déjà l'an dernier qu'on a réduit le déficit simplement de 5,2 en 2011 à 4,8 en 2012. Et là, en janvier, en février et en mars, sur le premier trimestre de l'année, le déficit public, le déficit de l'État est supérieur à ce qu'il était en 2012, tellement on a cassé l'activité. Donc le problème de ces politiques, c'est qu'elles sont contre-productives par rapport à l'objectif qui était fixé. Et on serait probablement arrivé plus tôt
en dessous de la barre des 3% que M. Marini souhaite comme En relâchant moi, nos efforts. en faisant moins d'austérité cette année en France et en Europe. Le pire, c'est qu'il ne va pas suffire d'arrêter simplement d'appuyer sur le frein de l'austérité pour plonger encore davantage dans la récession. Il faudrait être capable aussi aujourd'hui de relancer la machine. On est arrivé tellement bas en termes d'activité, en termes de confiance dans l'avenir, que ça risque de ne pas suffire malheureusement. Oui, on ne peut pas, me semble-t-il, réellement parler d'austérité quand l'État s'efforce seulement de freiner la progression des dépenses publiques. Sur les 30 milliards, vous étiez certainement... De freiner la progression des dépenses publiques au lieu de les réduire en euros courants. On pourrait parler d'austérité si tel était le cas. Nous en sommes encore assez loin. Je pense pour ma part que tous les pays actuellement, y compris les États-Unis, ont des problèmes de finances publiques. Tous les pays, vous voyez aussi bien le Japon que la Grande-Bretagne, qui est d'ailleurs à l'extérieur de l'euro, doivent à la fois veiller à accroître leurs ressources et à diminuer leurs dépenses pour tâcher de se libérer d'une tutelle excessive et dangereuse des marchés financiers. Nous sommes aujourd'hui anesthésiés par le fait que notre dette est très bon marché et qu'on va la chercher sur le marché dans des conditions qui étaient vraiment... François Delperre, vous entendez Philippe Marini vous dit, c'est vrai, on ne vit pas l'austérité à la grecque, à l'espagnole, à la portugaise. Non mais ça c'est... Bon, ça, donc ce n'est pas la vraie austérité. C'est quelque chose que personne... On est un peu plus rigoureux, presque, sauf Mme Merkel, n'assume de mener une politique d'austérité. Je veux dire, le gouvernement dit il n'y a pas d'austérité, mais à ce moment-là, pourquoi ils ont dit qu'il y avait l'austérité? Et même j'ai vu M. Barroso explique qu'il n'y a pas d'austérité. Mais je prends un exemple, on dit c'est fini l'austérité. Là, ce qui est avancé sur la question des retraites, concrètement, c'est deux choses. Allongement de la durée de cotisation. On a vu plus 15% d'augmentation des chômeurs de plus de 50 ans suite aux précédentes mesures qui allaient dans le même sens du gouvernement Fillon. Et ensuite, gel des pensions. Bon, gel des pensions, ça veut dire quoi? Moi, je lisais récemment un économiste, Sterdignac, qui disait on va faire des économies d'un côté et de l'autre. Je l'ai lu dans les Échos, donc vous voyez, j'ai des lectures qui doivent vous plaire. Et de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc il y aura moins de pouvoir d'achat pour les retraités. S'il y a moins de pouvoir d'achat, ça veut dire qu'ils vont moins consommer. Il y aura donc moins d'activité, des conséquences, je crois, qu'il disait 0,5 points de PIB en moins sur la croissance, et à la fin 8 milliards de l'autre de recettes fiscales qu'on va perdre. Donc c'est en ça les politiques d'austérité continuent. Quand on fait, comme c'est aujourd'hui le cas avec l'accord Made in MEDEF qui a été lamentablement adopté aujourd'hui par le Parlement. L'accord sur la sécurisation de l'emploi. Voilà, je traduis, je fais le décodeur. Oui, je vous ai entendu, mais je traduis ce que vous avez dit précédemment. Et on rentre pas dans ce débat parce que ça va durer. Ça va être compliqué. Bon, là concrètement, ça veut dire qu'on va mettre les salariés dans des situations, on va les obliger dans un certain nombre d'entreprises à accepter des baisses de salaire sous menace de fermeture de sites. Ce sont les accords compétitivité emploi que défendait M. Sarkozy et qu'a mis en place M. Hollande. Donc ça va déprimer. Et comme ces politiques sont menées pour la première fois, vous avez raison, de manière coordonnée dans l'Europe entière, l'effet récessif est plein pot. Parce que pendant qu'on réduit les salaires dans notre pays, il n'y a pas un pays à côté qui lui accepterait de les augmenter. Les Allemands, ça commence un petit peu pour servir de débouché. On parle de réforme structurelle, à notre industrie. Dont la réforme des retraites, et beaucoup disent mais François Hollande, c'est un pragmatique, il fait des réformes structurelles, il tient compte de ce qui l'entoure, ses partenaires en Europe, les marchés, pas beaucoup la gauche de la gauche. Effectivement, je pense que la droite va avoir intérêt à recycler ses arguments. Parce que M. Hollande va faire le travail. Il a déjà commencé à le faire. C'est-à-dire que les réformes structurelles seront faites. Elles ne seront peut-être pas assez fortes pour M. Marini, mais en tout cas, elles seront faites. Ce ne sera jamais assez fort. Alors, attendez, laissez-moi m'exprimer. Bon, si tout le monde s'exprime pour mon compte, bon, c'est la peine que je sois là. Alors, donc, les réformes structurelles seront faites. Elles seront faites plus que ne l'a fait d'ailleurs M. Sarkozy sur la question des retraites. Ce que vous signalez, je pense que c'est en grande partie vrai. C'est-à-dire que vous êtes au cœur dans votre propos sur la crise d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien que les politiques d'austérité, même si la France n'est pas véritablement dans l'austérité, mais dans une politique quand même de rigueur sévère, appelons-la comme ça, si vous voulez, de politique de rigueur sévère, ces politiques sont récessives, incontestablement. Mais un relâchement, qu'est-ce que provoquerait un relâchement? C'est-à-dire qu'on a plus l'impression d'être pris en sandwich qu'en réalité en dire
L'austérité, condamner l'austérité, mais une politique de relance de la France mènerait où? Elle mènerait à une augmentation des déficits et hausse des taux d'intérêt. C'est la question d'une politique de relance européenne. On a besoin d'accélérer aujourd'hui la transition énergétique, par exemple. On est très dépendant, de plus en plus dépendant du pétrole et du gaz qu'on importe. On a besoin de s'en passer. On peut vendre ça aux Allemands. Ils sont très sensibles à ces questions-là. Leur industrie est bien placée dans ces domaines-là. On devrait pouvoir leur proposer de faire ça ensemble en Europe pour non seulement relancer l'activité, mais aussi préparer l'avenir. Sauf la transition énergétique, on n'y est pas totalement favorable, nous, en réalité. Et cette relance européenne, c'est une fiction. C'est complètement irréel. C'est François Hollande qui revient en juillet 2012 de Bruxelles avec comme un trophée un soi-disant pacte de croissance. Ça ne sera pas plus, parce qu'on ne va pas décider à la place des autres, en particulier pas à la place des Allemands. Chaque pays fait ses choix à sa démocratie. Ils sont en train de se rendre compte de ce qui se passe. Attendez, le mois de septembre, on en discutera. Mais écoutez, vous savez, votre vérité, moi, je la respecte. Souffrez simplement qu'on s'exprime autrement que vous, que l'on en débatte, n'est-ce pas? Je dis que, imaginez une politique de relance européenne, c'est vraiment être dans l'irréalité. Relance avec quoi? Avec des emprunts supplémentaires ou avec des impôts européens qui grèveraient encore davantage les mêmes contribuables. Alors, sincèrement, évitons ce genre d'illusion. C'est ce genre d'illusion qui, aujourd'hui, détruit la crédibilité du gouvernement et du président de la République. Vous parlez comme après la crise de 1929, les gens qui ont conduit l'Europe dans le drame qu'on a connu en menant le type de politique que vous décrivez. C'est pas un peu fort, là, si je peux me permettre Non, parce que là, on a un effet. On peut mesurer les effets des politiques d'austérité. Mettez le nom que vous voulez, on innove beaucoup dans le langage, plus que dans l'économie. On peut mesurer leur effet sur partout dans tous les pays où ça a été fait. Dans la Grèce, elle a aujourd'hui une dette rapportée au PIB supérieure à ce qu'elle était avant les plans soi-disant de sauvetage. Alors même qu'on en a annulé une partie. Le problème, c'est que dans aucun cas, mais c'est pas la première fois dans l'histoire du pays, ça s'est produit je ne sais combien de fois, et dans l'histoire du monde, on ne pourra pas rembourser cette dette. Parce que c'est pas une dette qui est liée au caractère dépensier irresponsable des États, comme on ne cesse de l'entendre. C'est une dette qui est liée à l'exubérance des marchés financiers, comme dirait l'autre, et donc qui a été accumulée dans la sphère privée et qui a été refilée au moment du sauvetage des banques. Donc le problème, c'est qui va la payer, cette dette? Si on dit on fait pas d'inflation, on protège les banques, on refuse de les réformer, on accepte qu'elles repartent avec les mêmes mécanismes spéculatifs, ça veut dire qu'on veut faire payer à l'économie réelle, aux systèmes sociaux, à l'industrie, quelque chose qui va nous entraîner tous dans le trou. Donc les seules politiques aujourd'hui qui ont un sens en Europe sont des politiques de type de relance. Le problème qu'on a, c'est un blocage politique. C'est que Madame Merkel, et c'est pas une focalisation personnelle, Madame Merkel mène la politique de son électorat. Moi j'aimerais bien que Monsieur Hollande mène la politique de son électorat. L'électorat de Madame Merkel, c'est un électorat âgé qui dépend, et c'est comme ça que ça se passe en Allemagne, de retraite par capitalisation en grande partie. Donc son obsession, c'est ne pas laisser les avoirs fondre. C'est les dividendes des actions et le niveau de l'inflation. Et donc on a toute une politique. Et par rapport à ça, Monsieur Marini, j'en termine par là, la France n'est pas un petit pays au bout du continent. On a les moyens, surtout dans le contexte actuel. Moi, ce qui me désole, c'est quand je vois Moscovici se vanter dans le journal en disant on n'est pas allé voir les Espagnols, on n'est pas allé voir les Grecs, on n'est pas allé voir les Italiens, parce que pour faire un front face à l'Allemagne, parce que ça aurait déplu à Madame Merkel. Donc on n'a pas créé les conditions d'un rapport de force. C'est pas le monde des bisounours. Il y a des intérêts à un moment donné qui sont différents en Europe. Il faut créer des rapports de force pour faire bouger les choses. Et Monsieur Hollande, sa formule, c'est je suis le bon élève de l'Europe. Et il accourt comme au concours de l'ENA en se disant je vais avoir une bonne note demain devant la Commission européenne. On a perdu d'avance. Vous êtes content de développer votre propos comme on le fait sans doute au Front de gauche, au Parti communiste, où on est formaté, où on aime bien se parler entre soi, parce qu'on est du même avis. Il se trouve que le monde, il n'est pas comme vous, il n'est pas comme ça. Il y a un choix où ce pays a des frontières ouvertes, où il se replie derrière des protections qui n'existent d'ailleurs plus nulle part. Dès lors que nous avons... Je vous en prie, je vous ai laissé parler. Ce n'est pas acceptable d'être interrompu à chaque mot. Ce n'est pas acceptable. On a le temps. Philippe Marini, allez-y. Bon,
Mais de deux choses l'une. Soit on accepte qu'on est dans un monde ouvert, soit on ne l'accepte pas. Vous ne l'acceptez pas. Et l'essentiel de la société française, me semble-t-il, ne serait pas d'accord pour changer totalement de modèle économique et pour tirer toutes les conséquences d'un protectionnisme qui, à vrai dire, n'a que rarement existé dans l'histoire. Donc, ce pays doit être compétitif. Il doit diminuer son niveau de charge. Il doit diminuer son niveau de dépenses publiques. Et il doit certainement procéder à une vraie réforme fiscale de manière à ce que nos entreprises soient plus compétitives. Ce sont deux visions vraiment différentes. Messieurs, est-ce qu'on peut parler d'amour ? Ou plutôt de désamour. Une étude européenne et américaine je crois plutôt, montre que les Français, on va le voir, sont désenchantés, dégoûtés même de l'Europe. Ils sont de loin, Jean-Luc Gombault, les plus déçus. Et pourtant, on n'a pas subi quand même ce qu'ont enduré les Grecs et les Espagnols. Comment expliquer cela? Alors moi, je pense d'ailleurs que les sondages montrent que bientôt l'Europe sera aussi impopulaire que M. François Hollande en France. Donc c'est pour vous dire que quand même le désamour est assez extraordinaire, puisqu'on arrive quand même à faire dans tous les pays. Quand j'ai eu les sondages, pratiquement les 2/3 des Européens ne font pas confiance à l'Europe. Alors, on pourrait développer des heures sur cette question, mais il me semble que la raison fondamentale d'ailleurs vient de la situation de la population, bien entendu, et vient aussi pour des raisons politiques. Qu'est-ce que c'est l'Europe en réalité? C'est une administration de droit, de juridique. Quel est le numéro de téléphone de l'Europe? Le numéro de téléphone, exactement, et son rôle, c'est-à-dire en fin de compte des gens qui appliquent des règles de droit sans véritablement faire de la politique, des traités, des textes, et dans lesquels les gens déjà que les Français ne se reconnaissent pas dans leurs élus, comment peuvent-ils se reconnaître devant des fonctionnaires non élus qui appliquent des règles de droit? Et je crois que les gens voient être dans une situation de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile pour eux, voient une autorité extérieure dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, explique l'essentiel du désamour. Et Guillaume Duval, je vais préciser dans cette étude que seuls les Allemands ont encore foi en l'Europe. 60% des Allemands se disent favorables à l'Union européenne, et tandis que certains les dépeignent en étrangleurs des pays du Sud. Eh bien non, on apprend qu'ils sont 52% à être favorables au renflouage financier des pays du Sud. Oui, mais le problème, c'est effectivement la question que l'opinion publique allemande n'a pas encore pris la mesure de ce qui est en train de se passer en Europe. La situation est vraiment tragique. C'est pour ça qu'ils sont encore optimistes, vous voulez dire? Ils soutiennent des politiques qui sont suicidaires pour l'Europe, si vous voulez. C'est pas étonnant que les Européens n'aient plus confiance en l'Europe. Elle leur a amené la récession, l'explosion du chômage. Elle est incapable de les sortir de la crise. Les institutions qu'on a sont incapables de faire ça. Il y a effectivement un peuple qui y croit encore sous cette forme-là, c'est le peuple allemand, mais je pense que c'est vraiment tragique, c'est-à-dire je comprends cette situation, c'est-à-dire que les Allemands ont beaucoup souffert eux-mêmes avec Schröder, ils ont subi tout un tas d'avanies, ils ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, beaucoup d'emplois, ça s'est très mal passé pour eux sous Schröder. Ils ont l'impression que c'est à cause de ça qu'ils vont mieux aujourd'hui, je crois qu'ils se trompent, j'ai fait mon bouquin pour expliquer qu'ils se trompent, mais ils le croient. Et donc, ils ne peuvent accepter d'aider les autres que si les autres subissent ça. Mais simplement, cette cure-là est absolument suicidaire pour l'Europe, pour la construction européenne, parce qu'elle amène à la récession et au chômage, et elle va faire exploser l'Europe. Je voudrais conclure avec un tour de table en vous demandant ce que vous attendez encore, et si vous attendez quelque chose de l'Europe. François Delapierre. Là, moi, je pense que l'Union européenne telle qu'elle est, c'est devenu le problème. Elle ne bouge que sous les effets des luttes. J'ai dit l'exemple électoral quand les Italiens ont battu M. Monti, l'exemple social quand les syndicats néerlandais ont fait reculer son gouvernement. Donc le message qu'il faut donner à la Commission européenne, que le message que ne donne pas François Hollande, mais que les Français doivent donner, c'est que s'ils viennent toucher à nos systèmes de retraite, à nos services publics, il y aura une résistance. Et d'ailleurs, on sera dans la rue le 1er juin, dans beaucoup d'endroits, pour commencer à le dire avec nos camarades espagnols et portugais. Je pense qu'il nous faut plutôt moins d'Europe que plus d'Europe. J'ai voté contre Maastricht, j'ai voté contre Lisbonne. Si c'était à refaire, je le referais plutôt 2 fois qu'une. Parce que sans l'euro, nous aurions procédé à nos ajustements, nous aurions dévalué, nous nous serions appliqués des plans
de restructuration et une grande partie de ce qui reste à faire aurait été fait. Moins d'Europe, mais mieux d'Europe peut-être. Mais mieux d'Europe. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été nos invités pour ce débat. La dernière page de 22h à présent avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Mounir Soussi. Le débat sur le mariage pour tous a laissé des traces. Dans son rapport annuel, SOS Homophobie constate une hausse de 30% des témoignages de victimes d'actes homophobes en 2012, avec un pic en fin d'année. Le débat a libéré la parole des homophobes, a libéré la parole aussi des victimes, mais il ne faut pas oublier que nous, ça fait des années qu'on a une ligne d'écoute et que tous les jours, on entend de l'homophobie. Le rapport évoque une agression physique tous les 3 jours. Les insultes représentent la moitié des faits recensés. Et le document constate enfin une explosion des propos homophobes sur Internet. Claude Guéant empêtré dans les mises en cause judiciaires. Aujourd'hui, l'Express révèle que l'ancien ministre de l'Intérieur aurait reçu un versement suspect de 25 000 € en provenance de Jordanie. Autre affaire mise en lumière par un journal ivoirien, Claude Guéant a conservé un tableau reçu pendant ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Il aurait dû le restituer aux mobiliers nationaux en quittant la place Beauvau. 5 mois après la crise qui a secoué l'UMP, Jean-François Copé et François Fillon sont tombés d'accord sur les nouveaux statuts du parti. Les militants devront se prononcer pour entériner les changements qui portent notamment sur l'installation d'une direction collégiale et l'organisation de primaires pour la présidentielle de 2017. Une décision radicale pour éloigner le cancer. Dans le New York Times, Angelina Jolie annonce avoir subi une double mastectomie, soit une ablation préventive des 2 seins pour éviter de contracter un cancer. L'actrice américaine, dont la mère est décédée de cette maladie à 56 ans, explique qu'elle avait 87% de chances de développer des tumeurs. Elle recevra des implants mammaires à l'issue de cette lourde série d'opérations. Une opération rendue publique pour inciter les femmes à se faire dépister. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Une ONG syrienne estime à 94 000 le nombre de victimes du conflit. Sur le front diplomatique, les consultations se multiplient. Après Barack Obama et David Cameron hier, les dirigeants russes et israéliens se sont entretenus aujourd'hui. Une réunion des Amis de la Syrie qui réunit 10 pays dont la France, les États-Unis et l'Arabie Saoudite est prévue à Amman en Jordanie la semaine prochaine. Ces rencontres ont lieu alors qu'un nouveau pas vers l'horreur a peut-être été franchi en Syrie. De nouvelles images de barbarie circulent aujourd'hui. Une vidéo publiée sur Internet semble montrer un rebelle arrachant le cœur d'un soldat. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'émission politique preuve par 3. L'invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Belle soirée. À demain, avec plaisir. Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits de la Femme et porte-parole du gouvernement, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette émission réalisée en partenariat avec l'agence France Presse, qui sera représentée sur ce plateau tout à l'heure par Isabelle Tourné et Dailymotion. Et puis Perrine Arnaud, bien sûr, nous rejoindra durant la 3e partie de cette émission, comme chaque semaine. Le débat s'enflamme, Najat Vallaud-Belkacem, après le retour des ultras du PSG au cœur de Paris. Violence, destruction, place du Trocadéro. Le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur d'ailleurs au sens large, est mis en accusation. Il est difficile de nier qu'il y a eu un manque d'anticipation. Écoutez, vous savez, assurer le maintien de l'ordre, c'est un métier. Moi, je veux bien que chacun y aille de son petit commentaire, mais la première des choses, c'est que la première des responsabilités, c'est celle des ultras en question. C'est celle de ceux qui ont choisi de vandaliser toute la place du Trocadéro, de blesser des gens, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même plus d'une trentaine de blessés. Et à cet égard, donc, il y a eu des interpellations, une quarantaine, je crois, qui se continuent encore aujourd'hui grâce au dispositif de vidéoprotection. De voleurs dans la banlieue, notamment parisienne. Et donc, la première des responsabilités, c'est celle-là. S'agissant maintenant... Ça, ce sont les coupables.
coupable, mais il y a les gendarmes aussi. S'agissant maintenant du maintien de l'ordre, c'est un sujet que je suis allée regarder de près, m'étonnant en effet de la façon dont les choses s'enflammaient dans les commentaires. Il se trouve que sur la place du Trocadéro, où étaient réunies 15 000 personnes, 800 agents de police ont été mobilisés. Ceux qui connaissent un petit peu ce type de dispositif savent que 800 officiers mobilisés pour 15 000 personnes, c'est un bon ratio. Donc je crois que la préfecture de police a fait son travail. Maintenant, on ne peut que déplorer qu'il y ait des casseurs, en effet, qui soient venus gâcher la fête, et il faut que les interpellations soient suivies des faits devant la justice. Alors, il n'y a pas que la droite qui déclenche les hostilités contre le ministre de l'Intérieur. François Rebsamen, le patron des sénateurs PS, est assez cash, il le disait sur Public Sénat aujourd'hui, il n'écarte pas une responsabilité du ministère de l'Intérieur. Vous l'excluez totalement? Je n'ai pas entendu ces propos de François Rebsamen. Moi, j'estime. Très bien. Moi, j'estime que la police a fait son travail. Et j'estime surtout, j'irai plus loin, qu'il s'agisse de ces débordements-là ou d'autres débordements comme ceux auxquels on a assisté dans le cadre des manifestations anti-mariage pour tous. Il faut en permanence avoir un discours politique très clair et condamner les débordements eux-mêmes et non pas aller chercher des responsabilités dans la façon dont les débordements ont été limités, restreints, gérés. Le vrai sujet, c'est pourquoi ces débordements ont lieu et c'est comment on peut travailler à ce qu'il n'ait plus lieu. Et c'est pour ça que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, reçoit cet après-midi même, notamment le Paris Saint-Germain, la Ligue de football, la ville de Paris, pour préparer à l'avenir une gestion de ce type de risque qui soit la plus optimale possible. En tous les cas, il a déjà été annoncé par le préfet qu'il n'y aura plus de manifestations festives pour le PSG dans les rues de la capitale. Est-ce que le gouvernement, le ministère de l'Intérieur ont cédé à tort aux riches PSG qataris qui voulaient absolument pour sa fête la Tour Eiffel en arrière-plan? Mais vous savez, la gestion des risques, c'est à la fois anticiper, prévoir les choses et puis s'adapter quand, en effet, des débordements ont lieu. Donc, en termes d'anticipation, il était difficile d'imaginer que plusieurs centaines de casseurs allaient se laisser aller au vandalisme auquel on a participé hier. Ils font partie de l'histoire du club et donc il faut lutter contre le hooliganisme, je suis bien d'accord avec vous, et c'est une action qui est en cours. Et à partir du moment où on a assisté aux événements qu'on a vus hier soir, eh bien des mesures fortes ont été décidées, notamment l'interdiction de la descente sur la Seine qui avait été autorisée initialement, mais vous voyez bien que la réactivité donc est là. Bon, et donc pas question de faire tomber des têtes si on vous suit, puisque la responsabilité n'est pas engagée du côté du ministère de l'Intérieur. Par exemple, Jean-François Copé demande au moins le départ du préfet Bernard Boucaud, accusé d'amateurisme. Mais Jean-François Copé ne se grandit pas, une fois de plus, par ses propos. Je vous rappelle que des incidents aux abords du Parc des Princes ou d'autres manifestations sportives, on en a vu souvent, y compris en plein cœur de Paris. Lorsque nous étions dans l'opposition, vous souvenez-vous nous avoir entendu alors réclamer des têtes? Ça n'est pas comme ça qu'on gère sérieusement, en responsabilité, les questions de sécurité. Est-ce que le gouvernement serait favorable à une commission d'enquête parlementaire qui est réclamée par la droite sur les événements du Trocadéro et également des Champs-Élysées? Vous savez, le gouvernement, à chaque fois qu'il a été saisi d'une demande de commission d'enquête parlementaire, a répondu par la positive. Pour le moment, il appartient au ministre de l'Intérieur, évidemment, de se prononcer, mais a priori, le gouvernement laisse le Parlement faire son travail. Très bien, vous avez évoqué les manifestations contre le mariage pour tous. On dit justement que les forces de l'ordre sont épuisées depuis des mois de manifestations. Est-ce que vous profitez de ces incidents, l'œuvre de casseurs, pour demander aux opposants du mariage pour tous, maintenant qu'il a été voté, de se calmer un peu et de relâcher un peu la pression sur les policiers et les CRS? Si vous permettez, ça n'est pas au motif que les policiers et les CRS seraient épuisés qu'on demande aux manifestants et aux casseurs d'arrêter leur débordement. C'est au nom du principe des règles républicaines et de la démocratie. Et je vous rappelle qu'en démocratie, nous avons voté au Parlement ce texte portant sur le mariage pour tous. Qu'en démocratie, il appartient aujourd'hui au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité de ce texte. Et donc, que de fait, les manifestations et, a fortiori, les débordements n'ont plus place dans le débat public. Alors, on reviendra sur cette question du mariage pour tous dans un instant avec Isabelle Tourné. Peut-être votre appréhension avant la décision du Conseil constitutionnel cette semaine. Le remaniement, on a bien compris, Place Beauvau n'est pas à l'ordre du jour pour vous, Najat Vallaud-Belkacem, mais il est, dit-on, dans toutes les têtes des ministres. Il faut un chef à Bercy, c'est le numéro 2 du gouvernement qui le dit, Laurent Fabius, qui semble exposer là ce qui se dessine.
Écoutez, il m'est difficile de commenter les commentaires des autres. Des autres ministres. Je ne sais pas ce que Laurent Fabius a dit exactement et en réponse à quelle question. Il faut un chef à Bercy et pas 7 ministres comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois qu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les portefeuilles des uns et des autres. Je crois que cela relève du seul président de la République et du seul Premier ministre et que c'est à eux deux de savoir s'ils souhaitent, s'ils décident de procéder à des modifications de portefeuille. Aujourd'hui, vous avez 37 ministres qui sont au travail, qui sont dans des chantiers qui sont très nombreux, très prenants. Et j'aimerais aussi qu'on regarde l'activité gouvernementale plutôt que de passer beaucoup de temps à commenter des suppositions, des supputations de remaniement. Oui, mais c'est en rapport direct avec l'action du gouvernement. Vous avez dit 37 ministres, mais 7 ministres dans la seule citadelle de Bercy, dans cette vaste galaxie, comme le dit également Ségolène Royal. C'est trop. Mais vous voulez que je vous donne mon sentiment sur ce sujet? Oui. Je ne sais pas de quoi on parle. Le fait que 7 ministres soient installés à Bercy physiquement, géographiquement, ne signifie pas qu'ils gèrent les mêmes dossiers. Ah, mais ils se marchent sous les pieds. Pas nécessairement. Vous avez, ils sont pas sur la même ligne. Je vous en donne des exemples. Vous avez un ministre de l'économie et des finances, vous avez un ministre du budget, vous avez un ministre du redressement productif, une ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Mais en quoi est-ce qu'ils se marchent sur les jambes? Certains, on a besoin de chacun d'eux. D'autres ne sont pas sur la même ligne. Vous avez cité Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg, par exemple. Mais il y a une seule ligne qui l'emporte, c'est celle de Jean-Marc Ayrault, qui est chef du gouvernement. Voilà. Et la solidarité gouvernementale commande que lorsque le Premier ministre a arbitré entre plusieurs possibilités, eh bien, ce soit la ligne qui soit respectée. Jean-Marc Ayrault, justement, est-ce qu'il est indispensable à François Hollande, comme l'affirme son épouse, Brigitte ? Je crois en tout cas que Jean-Marc Ayrault est un bon Premier ministre, d'abord profondément convaincu des réformes qu'il engage, qu'il a déjà engagées nombreuses. Ensuite, profondément loyal, fidèle, et que de ce point de vue-là, en effet, ils font avec François Hollande un très bon tandem, oui, au service des Français. Vous n'imaginez pas son départ de Matignon avant l'an prochain, les élections municipales et européennes? Mais je vais vous dire, moi je pense que nous avons besoin de Jean-Marc Ayrault. Il faut, vraiment, il faut avoir conscience de la somme de courage et d'audace qu'ont réclamé les réformes que nous avons entreprises pendant cette dernière année. Et il vous en faudra pour certaines qui sont annoncées, je pense, en retraite. Et celles qui viennent. Mais justement, mettre sur la table, comme nous l'avons fait, un pacte pour la compétitivité avec notamment 20 milliards d'allègements de charges pour les entreprises. Des contrats de génération dont on espère 500 000 embauches sur 5 ans. Un grand plan pour le logement permettant de créer 2,5 millions de logements sur les 5 années à venir. C'est quand même pas des petites mesures. Une réforme fiscale rétablissant de la justice et de l'équité. Donc, ces mesures que nous avons déjà engagées ont été audacieuses, courageuses, ont même surpris, je crois, beaucoup d'observateurs à certains égards. Eh bien, nous avons besoin que ce courage et cette audace, portés par Jean-Marc Ayrault, soient au rendez-vous de ce qui nous attend, la réforme des retraites, la réforme des allocations familiales, la préparation de l'avenir avec de grands chantiers, des grands investissements pour projeter notre pays dans le futur. Je crois que nous avons besoin de cela. Logiquement, le bilan de l'an 1, mais on entend Ségolène Royal, dont vous avez été proche, peut-être l'êtes-vous toujours, qui dit que du temps a été perdu la première année et qu'il faut désormais aller beaucoup plus vite. Alors, donc le message a été reçu par François Hollande, c'est ce qu'elle dit, Ségolène Royal, tu dois accélérer. Si vous permettez, pour être proche de Ségolène Royal, je suis avec attention, en effet, ce qu'elle peut écrire ou dire. Je ne crois pas qu'elle ait affirmé que nous ayons perdu du temps. Écoutez, ce qu'elle a dit... Elle fait une promotion d'enfer de son dernier livre, elle l'a déclaré très beau livre, très précisément dans Le Monde. Elle estime que du temps a été perdu la première année. Ce qu'elle a dit, en effet, c'est que des choses ont été réalisées dans un premier temps et que les Français ont un rapport au temps qui est un rapport différent de celui des administrations et dans lequel il est attendu de nous que nous accélérions la mise en œuvre de nos réformes et que nous nous projetions plus encore, notamment dans cette fameuse préparation de l'avenir. Elle parle de transition écologique, elle parle de développement du numérique, les secteurs porteurs d'avenir. Mais au fond, c'est précisément ce que disait François Hollande à la sortie du séminaire du 6 mai dernier lorsqu'il préparait l'an 2. L'an 2 du quinquennat à venir, qui porte sur 3 priorités, l'emploi, toujours l'emploi, la jeunesse et la préparation de l'avenir, notamment avec ce programme d'investissement qui va être présenté bientôt par le Premier ministre. Est-ce que la conférence de presse du chef de l'État jeudi donnera le signal d'un nouveau souffle
pour redonner espoir, notamment en matière d'emploi. C'est ça l'enjeu ? Notamment, je crois vraiment que l'enjeu numéro 1 pour les Français, c'est l'emploi, parce que de l'emploi ou du chômage, malheureusement, découle beaucoup de choses. C'est de l'emploi que découle la capacité à se loger, la capacité à faire vivre sa famille, la capacité à se soigner, bref, l'indépendance et l'autonomie financière. Et donc, tout ce que nous pourrons faire pour lutter contre la progression du chômage et pour atteindre cet objectif d'une inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année 2013, est le bienvenu. Nous avons déjà fait beaucoup de choses en réalité, les emplois d'avenir, les contrats de génération, l'accord national interprofessionnel signé par les partenaires sociaux sur la réforme du marché du travail. Peut-être que cette semaine, on va entrer en récession. Oui, sauf que le chômage qui est en train d'augmenter mois après mois, c'est le résultat de politiques économiques qui ont été conduites il y a des mois. Et les politiques économiques que nous conduisons, nous, depuis 2-3 mois, car après tout, le contrat de génération, par exemple, a été adopté par le Parlement il y a 3 mois. La réforme du marché du travail, elle va être adoptée, je l'espère, aujourd'hui même au Sénat. Eh bien, le résultat de ces politiques-là, on comprend très bien qu'il faille 3, 4, 5 mois pour qu'on en voit les effets concrets. Un mot sur la réforme des retraites. Vous avez parlé de courage, il vous en faudra, parce que vous avez combattu dans l'opposition toutes les réformes qui avaient été engagées par la droite. Aujourd'hui, est-ce que la réforme de gauche, c'est travailler plus longtemps pour gagner moins ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui sont sur la table. Vous savez comment nous allons procéder, nous l'avons dit, nous avons été très transparents. On connaît la procédure, très bien. Donc, concertation, la procédure est importante, puisque bien la sûr. procédure, elle va être rapide, c'est pas trop rapide justement. La méthode de dialogue social, c'est celle qui nous a permis d'aboutir à cette réforme du marché du travail, comme on n'en avait pas vu depuis 30 ans. Est-ce qu'en 3 mois, donc, on maintenant, peut par exemple pousser à 44 annuités la durée de cotisation nécessaire? S'agissant donc de la réforme des retraites, la procédure importe, car concrètement, il a été demandé à un comité des retraites, une commission des retraites, présidée par Yannick Moreau, d'étudier plusieurs scénarios possibles. Elle est au travail, elle rendra ses conclusions à la mi-juin. Ensuite, lors de la grande conférence sociale, ces scénarios seront présentés par le gouvernement aux partenaires sociaux avec une concertation. Oui, mais en fait, ce que je cherche à vous expliquer, c'est que je ne vais pas vous dévoiler ici ce que nous allons retenir comme scénario, puisque l'idée, c'est qu'il y ait une concertation sérieuse. C'est que nous ne passions pas en force, en même temps que nous soyons porteurs de principes auxquels nous tenons, comme le fait de préserver le système par répartition, le fait de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, le fait de prendre en considération la pénibilité du travail. Tous les retraités ne sont pas face à la même situation en fonction des métiers qu'ils ont occupés. Ça sera quand même travailler plus longtemps pour gagner moins, avec des pensions qui cesseront d'être indexées sur l'inflation, par exemple. C'est ça la réforme de gauche ? Ce que ce sera, c'est une réforme. Ce que ce sera, c'est une réforme qui tentera à la fois de répondre aux objectifs que je viens de dire, de décliner, et en même temps de se financer. Car je vous rappelle que la réforme de 2010, adoptée par le précédent gouvernement, prévoyait en gros d'allonger la durée de cotisation et puis l'âge légal pour rééquilibrer les comptes. Or, on sait d'ores et déjà qu'on va avoir d'ici 2020 un déficit de 20 milliards. Donc, nous allons apporter des réponses sérieuses. Toute petite question, est-ce que le chef de l'État ira rendre visite aux parlementaires socialistes après sa conférence de presse? Oui ou non? Ça n'est pas exclu. Vous pouvez pas nous le confirmer, non, je l'ignore. Non, ça n'est pas exclu, mais je sais que certains parlementaires, en effet, ont décidé de se retrouver. Oui, est-ce que le chef de l'État et lui, est-ce qu'il a décidé d'aller les voir? Vous verrez. Vraiment, je l'ignore. Ah bon, d'accord. Allez, le climat engendré par le débat sur le mariage pour tous va-t-il renvoyer à plus tard, et même à beaucoup plus tard, les autres réformes de société qui en vos faveurs, on le sait, Najat Vallaud-Belkacem. Question que nous posons avant d'accueillir Isabelle Tourné de l'agence France-Presse avec Jérôme Rabier. Avec le vote du texte sur le mariage pour tous, le gouvernement tient sa grande réforme de société, son marqueur de gauche. Mais d'autres réformes sociétales sont désormais menacées. Loi sur la fin de vie, procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou encore droit de vote des étrangers. Faute de majorité suffisante pour les faire passer, elles sont reportées, voire enterrées. Mais dans la majorité, certains pointent surtout la nécessité de passer à autre chose. Ça a duré, même j'allais dire ça a trop duré. Le texte sur le mariage pour tous, maintenant il y a des textes qui nous attendent et son importance, pas de contradiction pour moi, mais clairement la priorité c'est l'économique et le social, c'est la lutte contre le chômage. Mais pour certains parlementaires, on peut aussi trouver le temps d'étudier ces sujets. Tout est question de volonté politique. Dans le calendrier parlementaire, il est toujours possible, si on est capable de maîtriser les débats,
de présenter des textes de loi. Celui sur la fin de vie me paraît essentiel. On peut toujours passer ces textes-là. Ne les laissons pas de côté, ne les oublions pas. La priorité, c'est l'économie, mais au milieu, il faut faire passer aussi des textes qui concernent la société civile. Coincé entre une opposition revigorée par des manifestations imposantes et une aile gauche et ses alliés qui tiennent au respect des promesses données, l'exécutif semble avoir tranché. Nous sentons maintenant le gouvernement assez frileux sur des réformes de société qui